Bonjour, nous sommes jeudi 20 octobre, il est 17h30 et c'est le 90e briefing. Et vous voyez, nous sommes que deux avec Pavel, mais vous voyez aussi en Zoom Igor et Arnaud est en voyage. Donc Arnaud ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais on a le plaisir d'avoir quelques invités autour de cette table, dont Anne Koldéfi qui est rentrée hier de Paris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais Et Igor qui sera ce soir, je le rappelle, à 19h30 à la salle Louis Mexando de Bormes-les-Mimosas dans le cadre de sa tournée d'édification des élites françaises à la situation souvent paradoxale que nous vivons aujourd'hui en Russie. mais, Bonne chance, Igor. Merci Pavel. pour commencer sur une note plus sérieuse, Igor, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, mais j'aimerais bien, si cela t'est possible, que tu commences par nous expliquer ce qu'est la qu'a introduite le président Poutine hier sur une partie du territoire ou la territoire, mais avec des degrés différents, des intensités variables. Voilà, si tu peux nous expliquer cela, Igor, ça serait formidable. Merci. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Effectivement, je vais commencer par les politiques intérieures et donc principale nouvelle qu'on a tous entendues hier, à savoir l'introduction de la loi martiale dans les quatre régions qui ont été récemment annexées, donc à savoir les républiques du Donbass et les régions de Kherson et Zaporogie, donc qui sont elles classées au plus haut niveau d'alerte, donc la loi martiale, et ensuite j'allais dire, dans une moindre mesure, d'autres régions qui sont concernées par des mesures exceptionnelles, donc on pourrait dire un niveau d'alerte avancé pour les régions frontalières de l'Ukraine, donc la région de Belgorod, Bryansk par exemple, mais aussi la Crimée, mais également des régions plus au sud, des régions de Rostov, Krasnodar par exemple, également la ville de Sébastopol. Et dans une moindre mesure, avec d'autres mesures un peu plus légères, mais néanmoins nouvelles qui vont s'appliquer, des régions du district fédéral centre et du district fédéral sud. Alors évidemment, la région de Moscou et la ville de Moscou sont concernées. Alors, qu'est-ce qu'il faut y voir? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette introduction? Bon, tout d'abord, pour ce qui est de l'introduction de la loi martiale dans les régions annexé, comme je l'évoquais, finalement, ce n'est que, j'allais dire, l'instauration d'un cadre juridique qui correspond à un contexte de la réalité du quotidien. Ce sont des régions qui sont concernées par des combats, alors pour la région du Donbass, depuis 2014, pratiquement quotidiennement, et pour les deux autres régions, Kherson et Zaporogie, évidemment, il y a des combats qui se déroulent dans ces régions, là aussi quotidiennement, de manière parfois extrêmement violente depuis le 24 février. Donc, finalement, c'est une reconnaissance d'un état de fait juridique qui intervient après, comme je l'ai dit, l'annexion. Donc, évidemment, il y a des mesures exceptionnelles, contrôle, vous pouvez imaginer, un contrôle des véhicules. Finalement, c'est l'armée qui prend en charge une grande partie de la gestion du quotidien dans ces quatre entités que j'ai citées. Pour les autres régions, là aussi, je pense que les habitants de Bielgorod, quand ils ont vu officiellement proclamer les nouvelles mesures hier, ça n'a pas dû franchement les choquer, puisque là aussi, il y a des frappes et des bombardements quasi quotidiens, surtout depuis une dizaine de jours en provenance d'Ukraine. Et là aussi, ce sont des mesures qui ne font que acter une réalité quotidienne que connaît la ville de Bielgorod depuis une dizaine de jours, mais plus généralement les bourgs et les petites villes et villages frontaliers de l'Ukraine depuis le 24 février, qui sont occasionnellement frappés par des drones, par des tirs d'artillerie qui viennent d'Ukraine. Donc là aussi, ce n'est que l'introduction, se donner les moyens, j'allais dire, légaux de pouvoir, pour les forces de sécurité et l'armée, réaliser des choses, en tout cas des opérations, qu'ils ne peuvent pas faire autrement en l'absence d'un cadre légal exceptionnel. J'observe que depuis la proclamation de cet état, de cette loi martiale, disons, et de tous les éléments que j'ai évoqués, nombre de gouverneurs des régions qui ne sont pas ni classées rouges ni oranges, pour prendre un peu la gradation que tu évoquais, Emmanuel, mais plutôt jaune, à savoir niveau moyen ou faible d'alerte, sont plutôt à s'efforcer de déployer un narratif qui vise à calmer les gens, à dire il n'y a rien qui va changer dans le quotidien, surtout pour, j'ai constaté très clairement pour la ville de Moscou, hein, il y a eu des communications qui ont été faites sur les réseaux sociaux et par mail pour expliquer
qu'il y a de nouvelles mesures qui sont introduites, mais dans l'absolu, rien ne va changer pour le quotidien des gens, une fois de plus, pour les villes qui sont sur des niveaux d'alerte faibles, et non pas pour les premiers sujets que j'ai évoqués auparavant. Donc on est plutôt dans un effort, me semble-t-il, des pouvoirs publics, une fois de plus pour ces régions qui ne sont pas directement concernées par les conséquences de l'opération spéciale, de finalement ne pas paniquer et de poursuivre son quotidien sans trop se préoccuper de ces mesures. Cela dit, cet état de loi martiale, qu'est-ce que c'est? Moi, j'interprète comme une continuité assez logique, finalement, de la mobilisation partielle, puisque la mobilisation partielle a permis officiellement de lever près de 300 000 hommes, hein, comme ça a été déclaré, et avec toutes les difficultés qu'on a évoquées dans les séminaires précédents, d'équipement, de formation, etc. Mais surtout, une fois que ces hommes ont été levés et vont être déployés dans les zones de combat, que ce soit donc les nouveaux sujets annexés ou les zones frontalières qu'on a évoquées, Belgorod, Bryansk, Koursk, etc., ben, il faut bien toute la logistique, et j'allais dire pour les prendre en charge. Pour le logement, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour loger 300 000 bonhommes qui arrivent du jour au lendemain, plus ou moins du jour au lendemain dans ces régions-là? Il n'y a pas forcément les tentes ni les casernes pour les accueillir. L'introduction de ces mesures exceptionnelles va permettre, par exemple, de faire des réquisitions de logements et de placer ces gens chez l'habitant. Pour que les gens abritent des soldats chez eux. C'est un exemple. Ces lois vont permettre de réquisitionner des véhicules pour transporter, là aussi, tout d'un coup, on se retrouve avec une masse de personnel qui arrive, il faut bien les transporter, les acheminer, ça va permettre de réquisitionner des véhicules. Vous voyez, donc ça va permettre finalement des mesures exceptionnelles de cet ordre-là, et c'est l'instauration de ce cadre exceptionnel qui permet de réaliser toutes ces choses-là. Alors, il y a un autre élément important, je dirais dans le prolongement de cette loi martiale, c'est la création d'un conseil de coordination gouvernementale qui est dirigé par Mikhail Mishustin, donc le Premier ministre. C'est quelque chose de jamais vu auparavant dans l'histoire de la Russie post-1991, hein, puisque c'est un organe, là aussi exceptionnel, hein, qui est donc créé pour, d'après ce qui a été dit, hein, pour répondre aux besoins exprimés par l'armée dans le cadre de l'opération spéciale, en prenant les mesures adéquates, notamment en matière de fourniture d'équipements, de véhicules, de transport et de logistique, et là aussi et de construction pour les besoins de l'armée. Donc, il y avait déjà des mesures qui étaient prises un petit peu de manière ad hoc jusqu'à présent au sein des différents ministères ou des régions, alors pour la coordination de la mobilisation, évidemment, mais aussi, suite notamment aux réunions faites entre Vladimir Poutine et les responsables du complexe militaro-industriel, pour réellement réorienter une partie des pans de l'économie russe vers les besoins exprimés par l'armée et augmenter la cadence afin qu'il n'y ait pas de fossé dans les capacités dont pourrait avoir besoin l'armée, que ce soit la production de munitions et puis tout ce qu'on peut imaginer qui peut aller autour. Très bien. Maintenant, on voit que c'est manifestement pas suffisant. Et là aussi, dans le prolongement de la mobilisation partielle, de nouveaux besoins qui sont exprimés pour cette nouvelle voilure de l'armée qui existe, hein, maintenant, et j'allais dire la reconfiguration un petit peu de l'opération avec un nouveau général, Sorovikin, qui est en charge des opérations, etc. Et donc, il faut quelque chose de plus. Il faut là aussi que le Premier ministre, au niveau du gouvernement, s'approprie la chose en quelque sorte et coordonne l'effort économique national à des fins de soutenir l'opération spéciale. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça. On est dans une période à la fois qui est dans la continuité de cette mobilisation partielle, toujours dans une période donc transitoire, puisqu'on passe sur une nouvelle voilure, un nouveau niveau, un seuil, j'allais dire, dans la voilure de cette opération et ses implications politiques et pour l'économie russe. Et finalement, les mesures que nous avons entendues hier ne sont que la résultante assez logique de ce nouveau seuil qui est franchi. Mais j'ai une question pour toi, excuse-moi de t'interrompre, Igor, mais donc on voit que les régions sont touchées avec des niveaux d'intensité différentes. Moscou est aussi sous loi martiale, mais avec effectivement plutôt un niveau 2, je crois. Ouais, faible. Faible. Est-ce que c'est toute la Russie qui est sous loi martiale ou seulement certaines régions? Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas toute la Russie, que c'est certaines régions avec les nuances donc d'intensité, de niveau d'alerte de cette loi martiale qui se dégrade en gros d'ouest en est, hein. Plus on est à l'ouest, plus on est concerné. Et puis forcément, Vladivostok, l'Extrême-Orient ne sont pas réellement concernés au même chef, évidemment, que le district fédéral occidental, les régions de Voronezh ou la région de Koursk. Donc,
C'est, disons que si tu veux, au niveau fédéral, l'intérêt d'une telle mesure, c'est de faire une fois de plus, encore plus, prendre conscience aux gens qu'on est dans un état exceptionnel, que la situation qui prévalait jusqu'à la déclaration de mobilisation partielle le 21 septembre, où finalement, mis à part pour les habitants des régions frontalières, il n'y a pas vraiment de chamboulement du quotidien, mis à part évidemment pour les gens qui voyagent pour leurs affaires, ça on sait bien que c'est très, très compliqué, les virements et transferts internationaux très compliqués, mais pour le quotidien des autres personnes, il n'y avait pas véritablement de révolution. Avec la mobilisation partielle, ça a changé, et cette couche supplémentaire qui est rajoutée avec la loi martiale, évidemment, vient là aussi un peu enfoncer le clou pour dire, voilà, on est tous concernés par un effort, entre guillemets, de guerre. Les différents pans de l'économie, une grande partie a déjà été reconvertie pour servir de manière quasi exclusive les besoins de l'armée. Et on voit que le gouvernement s'empare de la question et va essayer là aussi de faire son possible pour satisfaire au mieux les besoins de l'armée avec la coordination qui va être organisée par M. Michoustine. Voilà. Je comprends ce besoin de l'armée, mais ce qui veut dire si toute la Russie n'est pas sous loi martiale, ça veut dire que c'est une partie de l'industrie seulement qui sera éventuellement réquisitionnée. Mais c'est pas, ça veut dire que ce n'est pas toute l'économie russe qui est mise en économie de guerre. Non, non, pas toute l'économie russe. Non, non, on est encore dans un mouvement. Ça a commencé évidemment dès le printemps et puis avec les premières secteurs concernés, hein, le secteur militaro-industriel évidemment au premier chef. Depuis, on a vu quand même qu'il y a petit à petit d'autres secteurs, notamment à cause des sanctions, qui sont de plus en plus concernés. Et maintenant, on va vers un élargissement du spectre des industries et des pans de l'économie qui sont concernés, mais ce n'est pas toute, en tout cas pas à ce jour encore, pas toute l'économie qui est mise au service de l'armée. Il y a évidemment des entreprises qui vont continuer de tourner pour leurs propres affaires, leur propre business, et pas forcément s'occuper de l'opération spéciale, sauf si certains de leurs collaborateurs ont été mobilisés. Évidemment, ça a touché les équipes, le fonctionnement. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. Donc, voilà ce que je peux dire à ce jour sur cet aspect lié à la loi martiale. Pavel, une interrogation. Je t'entends très mal. D'avoir un problème de pile ou il n'est pas allumé. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Oui, je voulais juste rajouter qu'on observe ici une forme de retour de bâton, puisque les entreprises qui seront les premières touchées par ces nouvelles contraintes, plus ou moins prédictibles, comme la prévisible, Anne, enfin, prévisible, les deux, prévisible. en capitaine. En tout cas, des contraintes qui s'appliqueront en premier lieu à des entreprises qu'on appelle les entreprises systémiques. Et qu'est-ce que c'est que ces entreprises systémiques? Eh bien, c'est une catégorie qui a été implémentée pendant la pandémie et qui autorisait justement ces fameuses entreprises dites systémiques à fonctionner en période de restriction, globalement, à rester ouvertes alors que tout était fermé. On peut prendre l'exemple de célèbres retailers français qui, grâce à cela, ont pu résister à l'épreuve économique extrêmement douloureuse qui a constitué la pandémie. Eh bien, aujourd'hui, ces fameuses entreprises systémiques qui, grâce à ce statut, s'en sont sorties bien mieux que d'autres durant la pandémie, vont être les premières concernées par les nouvelles mesures que vient d'évoquer Igor. Donc, voilà quelque chose, en tout cas, qui est préoccupant pour nous et sur lesquels on va devoir travailler avec l'ensemble des entreprises de la Chambre. Ouais. Ah ouais. Merci d'avoir complété. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Igor, en tout cas, pour cet éclairage. Je sais que tu as d'autres points dont tu veux Oui, il y a parler, d'autres points, mais que voilà, que les diplomatiques, donc on te laisse continuer. Une fois de plus, il y a des questions, on pourra y revenir un peu après. Sûr. Alors, pour finir sur la politique intérieure, sur une note évidemment peut-être un peu plus légère encore il y a eu l'annonce manifestement de l'intention du gouvernement russe de dissoudre le Rosnano, donc le fonds d'investissement public en charge du développement des hautes technologies notamment, hein, donc qui avait été fondé sous la présidence Medvedev. Alors, la raison invoquée est que le fonds est dans une situation financière critique, qu'il l'était déjà avant le début de l'opération spéciale, qu'il l'est encore plus maintenant puisqu'il est sous le coup de sanctions qui l'ont vitrifié, et que par conséquent, en gros, le gouvernement russe ne voit plus vraiment d'intérêt de banqueroller tous les 6 mois ou tous les ans, enfin en tout cas régulièrement, Rosnano en injectant des fonds à perte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si cette liquidation intervient, en tout cas si cette déclaration de banqueroute, on va dire, intervient,
À travers elle, ce sera aussi la liquidation de l'héritage d'Anatoly Choubaïs, puisque Choubaïs était le fondateur de Rosnano. Comme vous le savez, Choubaïs était une des premières voix dissonantes après le 24 février par rapport à la politique déclenchée par le président Poutine, et était un des premiers à quitter la Russie. On avait d'ailleurs suivi ses tribulations en Turquie, on l'avait vu apparaître, puis peut-être ailleurs. Bon, et donc à travers cette banqueroute, c'est un peu la liquidation aussi de son héritage et de ce qu'il représentait ou pouvait incarner auprès d'un certain spectre de l'élite politique dite libérale en Russie. Donc je considérais que c'était intéressant de relever ce fait. Pour l'instant, Rosnano n'est pas encore liquidé, mais il y a quand même des sources concordantes qui indiquent qu'on devrait s'acheminer vers sa disparition. Choubaïs étant par ailleurs, ça c'est une information officielle, atteint d'une maladie dégénérative et on le dit mourant. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment tout un symbole en quelque sorte. Je passe à l'économie. On va reparler du budget fédéral et des conséquences de la mobilisation, puisque la Banque centrale a diffusé un rapport hier, petit rapport, 28-30 pages, pas plus, et qui pointe notamment du doigt les conséquences négatives de la mobilisation sur l'économie russe. La Banque centrale commence par relever que l'économie du pays s'était relativement bien adaptée à la nouvelle réalité avec l'empilement des sanctions occidentales depuis le 24 février, qu'elle avait fait preuve de résilience et qu'à l'été, on voyait même des signaux de reprise, mais c'est évidemment relatif vu les circonstances. D'ailleurs, je remarque que les annonces de pronostics économiques pour l'économie russe étaient améliorées au fil des trimestres, puisque le dernier, finalement, taux de croissance, qui est plutôt de décroissance qui est envisagé, c'est moins 2,6%, si je ne me trompe pas, en 2022 pour la Russie, alors qu'au mois de mars, on parlait de moins 20, moins 15%, puis ça avait été recadré à moins 8% à l'été, et le FMI parle aujourd'hui de moins 2,6%. Bon. La Banque centrale s'inquiète du fait que, avec cette mobilisation partielle, tout d'abord, évidemment, c'est de la main-d'œuvre qui va sortir du système économique, donc ça va créer des pressions sur l'emploi, sachant qu'on est dans un contexte de chômage extrêmement bas, en dessous de 5%. Donc il y a peu de chômeurs, il y a moins de main-d'œuvre disponible parce qu'on prend des gens pour les envoyer dans l'opération spéciale. Ça va créer des tensions sur donc, le marché de l'emploi, tout simplement. Ça va freiner, d'après la Banque centrale, l'offre et la demande. Il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins d'offres. Il y a moins de gens qui consomment, il y a moins de demandes. Et ça va également venir accroître une tendance qu'on a constatée, en tout cas la Banque centrale a constatée au troisième trimestre, qui est celui de sobriété économique, comme on dirait, c'est un mot à la mode, hein, sobriété, donc sobriété économique des ménages russes qui, à partir du troisième trimestre, manifestement, sont plutôt engagés dans une logique de réaliser des économies et de moins consommer. Or, évidemment, la consommation est aussi une source de croissance et donc ça va probablement accroître ce phénomène-là. Enfin, il y a l'inflation qui manifestement est repartie à la hausse. Alors, on était très haut au printemps, 17, 18, voire 20%. On s'était stabilisé dans une zone plutôt proche de 13%. Manifestement, on est reparti à la hausse et la Banque centrale estime qu'on reviendra vers l'objectif sacré des 4% d'inflation à partir de 2024, mais pas avant. Le deuxième point d'économie, c'est le budget, puisque le Premier ministre Mikhail Mishustin a décidé aujourd'hui de prélever 1 000 milliards de roubles du Fonds national de bien-être afin de couvrir le déficit budgétaire qui s'annonce pour 2022. Alors, je rappelle que le Fonds national de bien-être est régulièrement été garni avec les excédents dégagés par la vente des hydrocarbures. Il y avait une règle budgétaire, dont je vais vous faire l'économie ici, qui expliquait comment, en gros, définissait comment garnir ce Fonds national de bien-être. Il était, au 1er octobre, estimé à 10 800 milliards de roubles, c'est-à-dire environ 190 milliards de dollars. Ce qui représentait 8,1% du PIB russe tel qu'il est projeté pour 2022. Bon, donc là, on va ponctionner dessus 1 000 milliards pour couvrir le déficit budgétaire. Je rappelle que les années précédentes, y compris pendant le Covid, le budget fédéral russe se caractérisait par un proficit budgétaire, c'est-à-dire que le budget fédéral n'arrivait pas à être dépensé intégralement à la fin de l'année, ce qui est quand même très rare. Là, c'était le cas, c'était de l'ordre de 2%, 1,8% du budget qui ne partait pas, qui n'était pas donc dépensé à la fin de l'année. J'en viens à la diplomatie, avec une première nouvelle sur Russie et Turquie, pour ne pas changer, puisque suite à la proposition faite par Vladimir Poutine le 12 octobre dernier de créer un hub gazier international en Turquie,
eh bien, Recep Tayyip Erdogan a déclaré aujourd'hui qu'il s'était entendu avec Vladimir Poutine à ce sujet. Donc, on est pour créer ce hub gazier. Donc, c'est une concrétisation politique de la proposition faite par Vladimir Poutine il y a une dizaine de jours maintenant. Manifestement, ce hub gazier, on le voit, devrait être créé sur les côtes turques de la mer Noire, à proximité du point d'entrée du Turk Stream sur l'Asie mineure. Hein. Première nouvelle. Deuxième nouvelle, le directeur de Rosatom, hein, donc l'opérateur atomique russe, M. Likachev, a déclaré que Rosatom se déclarait prêt pour construire une deuxième centrale nucléaire en Turquie, près de Sinop, donc là aussi sur les côtes turques de la mer Noire. Donc une deuxième centrale après celle de Akkuyu, qui est en cours de construction, alors elle pour le coup sur les côtes sud de l'Asie mineure, hein, donc côté Méditerranée. Alors, Sinop, c'est un site qui est assez intéressant puisque la Turquie, en réalité, depuis maintenant une vingtaine d'années, souhaite construire une deuxième centrale nucléaire près de cette ville de Sinop. Et jusqu'à un temps très récent, c'était un consortium franco-japonais qui était pressenti pour le construire. Hein. Donc, à l'époque, Areva, aujourd'hui Framatome, avec Mitsubishi, devait construire cette centrale. Manifestement, le chantier s'est enlisé. Et à ce jour, à ma connaissance, il y a uniquement des travaux de reconnaissance des sols qui ont été réalisés, mais le projet lui-même semble complètement à l'arrêt avec les Français et les Japonais. Donc, Rosatom se positionne, on pourrait dire une nouvelle fois ouvertement, pour construire une nouvelle centrale nucléaire. Alors, ce qui risque de ne pas arranger les relations entre Ankara et Washington, qui sont déjà tendues, puisque les Américains suspectent largement les Turcs d'aider à l'évasion des sanctions occidentales contre la Russie. Le secrétaire au Trésor américain a d'ailleurs dépêché à Ankara ces jours-ci Madame Elisabeth Rosenberg, qui est l'assistante au secrétaire pour la lutte contre le financement du terrorisme et des crimes financiers, qui a donc rencontré ses homologues turcs de la Banque centrale. On imagine bien qu'elle est venue leur mettre, entre guillemets, un coup de pression pour leur faire expliquer qu'il fallait ralentir sur la coopération tous azimuts avec la Russie. Et évidemment, cette nouvelle à la fois du hub gazier et de la centrale nucléaire va certainement faire grincer des dents aux États-Unis. J'ai une nouvelle sur l'Iran ensuite. On a beaucoup parlé des drones et peut-être des missiles. Aujourd'hui, on a appris que Moscou et Téhéran pourraient lancer assez prochainement un analogue au système SWIFT pour faciliter les mouvements bancaires entre les deux pays. Alors, ce serait probablement un analogue qui reposerait très largement sur ce qui existe déjà, à savoir le SWIFT russe, le SPFS, qui est utilisé pour les correspondances bancaires entre les établissements russes tous les jours, ce qu'on peut utiliser dans nos applications en Russie quand on veut faire des virements d'une banque à l'autre en une seconde. C'est souvent le système qui est utilisé, en fait. Donc, ce serait certainement ce système-là qui serait déployé pour les relations financières entre la Russie et la République islamique. C'est en tout cas une décision qui sera prise prochainement ou actée par la Commission intergouvernementale pour les relations commerciales et économiques. Ça va se jouer à ce niveau-là. Aujourd'hui, par ailleurs, l'Union européenne a pris des sanctions contre l'Iran, de nouvelles sanctions contre l'Iran pour ses livraisons de drones à la Russie qui sont employées ensuite sur champ de bataille en Ukraine. C'est la société iranienne qui produit ces drones qui est tombée sous sanctions, ainsi que certaines personnalités militaires et industrielles de la République islamique. Enfin, quelques petites nouvelles du côté du G20. La Maison-Blanche, manifestement, souhaite éviter à tout prix toute rencontre, même fugace, entre Joe Biden et Vladimir Poutine lors du prochain sommet du G20 en Indonésie, qui va se tenir dans un mois, les 15 et 16 novembre. La Maison-Blanche veut éviter qu'ils se croisent dans les corridors, aucune photo de groupe, ce qui veut dire que les Américains considèrent que Vladimir Poutine pourrait venir en personne. Vladimir Poutine a confirmé récemment, le Kremlin a confirmé récemment que Vladimir Poutine participerait bien au G20. M. Zelensky doit également y participer, mais il y avait la question de savoir s'il serait présent physiquement ou en visioconférence. Manifestement, quand on voit les inquiétudes de la Maison-Blanche, on peut imaginer que les Américains considèrent que le président russe pourrait venir en personne au sommet du G20. Enfin, je terminerai par là. Du côté de l'OTAN, à ce jour, ce sont 28 des 30 pays de l'OTAN qui ont ratifié, pardonnez-moi, la demande d'accession déposée par la Finlande et la Suède. Évidemment, le suspense vient de la Turquie qui, comme on le sait, cherche à monnayer cette ratification contre, justement, potentiellement, une certaine mansuétude à l'égard de sa coopération avec la Russie et également des concessions sur la question kurde de la part des Suédois et des Finlandais.
Voilà, Emmanuel, je te rends la parole. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Igor. Tu as beaucoup parlé et c'était tout à fait intéressant. Alors, on a un certain nombre de questions, quelques questions politiques et d'autres qui le sont moins. Mais première question qui concerne la loi martiale. N'est-on pas devant une préparation d'une déclaration de guerre à venir? Oui, alors c'était considéré comme un échelon d'escalade d'ailleurs pendant un petit moment, cette question de la déclaration de guerre formelle, hein, puisque l'opération spéciale, évidemment, c'était dans le narratif quelque chose qui est moins important, moins formel qu'une déclaration de guerre. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un état de guerre officiellement formalisé, j'allais dire, déclaré, voté par la Douma, validé par Oukaz, et j'allais dire concrètement les moyens qui sont pris. J'ai l'impression qu'on est en train déjà de garnir effectivement tout l'attirail, tout l'arsenal juridique et les moyens qu'on a évoqués. Venir in fine déclarer la guerre, oui, ça pourrait être un échelon d'escalade supplémentaire. On ne peut pas l'écarter. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, imaginons, hein, fermeture des frontières du pays, interdiction aux hommes de tel âge à tel âge de sortir, même s'ils ne sont pas mobilisés? Tout à fait possible. On peut pas l'exclure. Maintenant, voilà, ce sont un petit peu ces échelons d'escalade qu'on peut, en tout cas de resserrement, qui pourraient encore intervenir d'ici là. Qu'est-ce qui pourrait déclencher ce type de prise de décision? De nouveaux revers sur le champ de bataille, c'est possible. Euh, une attaque encore contre une infrastructure critique, comme cette fois-ci, imaginons encore quelque chose contre le pont de Kerch, mais qui cette fois-ci cause plus de dégâts. Là aussi, ça pourrait être possible. Effectivement, on ne peut pas l'écarter. Une question qui est liée. On connaît l'aisance des Russes aux échecs et donc à réfléchir à plusieurs coups à l'avance. Ne pensez-vous pas qu'ils anticipent une aggravation de la situation ou c'est un message pour prévenir qu'ils se préparent et seront prêts à une potentielle escalade? Dans les deux cas, la situation est de plus en plus anxiogène. Mais c'est ce que tu disais de toute façon. C'est ça, et puis quand on écoute la déclaration du général Sourovikine avant-hier, hein, qui a été une petite déclaration, une interview d'une dizaine de minutes, hein, enfin, il ne va pas par quatre chemins, hein. Il explique que la situation est critique. Alors lui, il parle évidemment du champ de bataille, c'est son sujet, hein, c'est pas autre chose. Il dit que la situation est critique, qu'il y aura des décisions difficiles à prendre. Il parle plus précisément de Kherson. Et la situation autour de Kherson. Donc, effectivement, on pourrait avoir le sentiment que les autorités sont en train de préparer l'opinion publique à des temps un peu plus compliqués. Mais quand on regarde les sondages d'opinion et les réactions à travers les réseaux sociaux, on voit que cette opinion publique, il y a une acceptation, un fatalisme, en tout cas, elle est plus peut-être à accepter ce qui se passe que ce qu'on pouvait suspecter avant. D'abord, avant la mobilisation, elle soutenait assez largement quand même l'opération spéciale. C'est ce que différents sondages qu'on a évoqués ici depuis le printemps semblaient montrer. En tout cas, différents instituts avaient des résultats qui corroboraient cette hypothèse. Et depuis la mobilisation, il y a eu un effet de panique qu'on a aussi évoqué. Maintenant qui se stabilise et une acceptation d'une nouvelle réalité qui semble s'installer dans la société. Donc, ce qui est nouveau, c'est que dans le discours de Sourovikine, du militaire, il y a des éléments, comme c'est écrit dans la question anxiogène, qui sont publiquement exprimés, qui sont assumés, et qui plus est de la part d'un militaire. Les militaires, on le sait, s'expriment en général très peu, enfin, hormis M. Konochenkov qui fait tous les jours des topos, des briefings, mais mis à part ça, c'est quand même quelqu'un de très très haut gradé, à qui on prête d'ailleurs potentiellement une trajectoire qui pourrait l'amener plus haut, hein, selon certains experts, qui s'exprime pour donner des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est assez rare et c'est assez nouveau. Alors justement, on nous dit le ministre Lavrov a annoncé que la livraison d'armes à l'Ukraine par l'Union européenne faisait de cette dernière une partie présente du conflit. Est-ce une condition nécessaire et suffisante pour des frappes contre elle? Qu'en pensez? C'est pas vraiment nouveau. Souvenez-vous quand Borrell expliquait au printemps que ce conflit se réglera sur le champ de bataille, c'était déjà quand même, par un des principaux responsables européens, c'était une prise de position qui était quand même très forte et qui avait été reçue assez violemment par les Russes, hein, qui continuent quelque part aussi de se moquer de Borrell jusqu'à aujourd'hui. D'une part. D'autre part, il y avait des déclarations de Lavrov, là aussi au printemps, qui expliquaient que si fin février, mars, les autorités russes
avait tendance à considérer l'Union européenne comme un petit peu quelque chose d'un acteur qui n'était pas trop influent sur le champ de bataille. Ces décisions qui ont été prises par les pays européens d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, non pas dans un cadre OTAN, mais dans un cadre bilatéral, pour le coup, avec une coordination au niveau des pays de l'OTAN, c'est la coquille, mais après, c'est les pays qui décidaient de ce qu'ils mettaient dans le panier, comme assistance militaire. Cette aide-là était aujourd'hui de nature à faire changer en Russie la perception du rôle de l'Union européenne dans le conflit européen et à considérer de plus en plus l'Union européenne comme pratiquement une co-belligérante. Donc là, Lavrov reprend, à mon avis, des éléments qu'il a déjà exprimés il y a quelques mois, il les ressort de manière un peu plus appuyée. Pas les ignorer, faut pas les ignorer. On est dans une escalade du narratif, de toute manière, qui ne se change pas depuis le printemps. Maintenant, de là à aller à ce qui est indiqué, donc c'est-à-dire des frappes contre l'Union européenne, je ne pense pas, parce que l'Union européenne, dans l'immense majorité des cas, et bientôt avec la Finlande et la Suède, ce sera l'OTAN. Et par conséquent, je pense que les Russes ne sont pas encore dans une logique de provoquer une conflagration avec l'Alliance Atlantique. Je n'ai pas ce sentiment-là à ce jour. On a quelques inquiétudes sur les fermetures de frontières. Serait-elle pour les étrangers et les Français en particulier? Je ne pense pas. Écoute, si on regarde un peu ce qui se fait en Ukraine, dès les premiers jours, ils ont déclaré mobilisation générale et donc effectivement état de guerre, etc., fermer les frontières. Il me semble que les étrangers pouvaient quitter le pays assez librement. C'était des mesures qui s'adressaient aux nationaux, aux hommes en âge de combattre. Je ne sais plus, c'était 18, 65. Après, ils ont peut-être rehaussé encore. Enfin, je ne sais plus. Donc, je n'ai pas le sentiment. Je pense que les étrangers, à mon avis, pourront circuler à peu près sans trop de contraintes, à mon avis. On parle de mobilisation aussi. Alors, là, il y a une question, je ne suis pas sûr que tu puisses y répondre, mais il y aura-t-il une nouvelle vague de mobilisation? Et si oui, quand? C'est notre ami Philippe qui pose ça, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment une réponse à ça. Alors, bonjour Philippe. Je pense que, la mobilisation est un état permanent. Tant que le conflit n'est pas terminé, la mobilisation est un état latent, un état permanent, avec j'allais dire, des vagues, pour reprendre une expression qui malheureusement est tristement à la mode depuis 2019. Il y en a eu une, là, 21 septembre jusqu'à avant-hier, ou je ne sais plus, la semaine dernière, pour la plupart des sujets de la fédération. Il y en a certains où manifestement les quotas n'étaient pas remplis, comme on dit. Je pense que donc on en a eu une là. Cette vague va servir à préparer des offensives, des contre-offensives cet hiver, peut-être encore au printemps. Fatalement, il y aura des pertes, triste à dire, mais c'est la réalité. Et il faudra donc encore lever de nouvelles troupes, des troupes fraîches en quelque sorte. Et donc je pense qu'il faut s'attendre, oui, à de nouvelles vagues de mobilisation après les opérations de cet hiver et peut-être du printemps ou peut-être avant le printemps. Moi, je ne l'exclus pas en tout cas. Mais je considère, moi, que la mobilisation est un état permanent tant que cette opération spéciale n'est pas considérée comme close par le gouvernement. Et on nous pose aussi une question sur la fin de la mobilisation actuelle et on nous dit qu'il ne semble pas signifier un retour des Russes partis après le 21 septembre, mais je ne sais pas si on a des statistiques en la matière. Alors moi, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur les retours depuis l'annonce de la fin des événements liés d'ailleurs à la mobilisation, tel que c'est formulé dans la déclaration de l'autre jour. Je ne serais pas surpris que les gens ne se précipitent pas pour rentrer. Je pense que ce qui va définir leur attitude, à savoir je rentre ou je reste, c'est plutôt leur capacité à subsister hors de Russie, que ce soit d'avoir le visa, d'avoir un travail, d'avoir des revenus. Il y a évidemment l'éloignement avec les proches qui compte, mais les gens réfléchissent finalement en termes de est-ce que c'est mieux d'être ici ou d'être au front. Certains, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils préfèrent être loin de leurs proches, mais pas au front. Et par conséquent, c'est plutôt, à mon avis, dans cet état d'esprit-là que se trouvent ces gens aujourd'hui. Si jamais ils arrivent à retrouver un emploi, à mon avis, ils ne vont pas rentrer demain, même si la mobilisation est terminée. Je pense qu'ils sont là dehors pour quelques mois, quelques longs mois. On a des questions pratiques maintenant. Alors d'abord, il y a une dissolution inattendue de Rose Tourisme ce matin. Et on nous demande si cela doit-il nous préparer à une restriction des voyages, déplacements, ou est-ce réellement pour des raisons d'efficacité, comme évoqué dans l'OCAS?
Bon, j'ai effectivement vu l'info. Alors, je vais confesser que je n'ai pas eu la possibilité aujourd'hui de creuser cette information. Cela dit, ça peut être interprété comme étant malheureusement un signe des temps. L'été est fini, on rentre dans l'hiver, un hiver qui va être dur, qui va être long, qui va être rigoureux. On a dit que les gens étaient plutôt en état d'esprit à faire des économies, à un petit peu se priver pour mettre voilà, dans les bas de laine. Donc le tourisme, oui, c'est malheureusement un poste de dépense qui va passer un petit peu en arrière. Donc si je voulais dire, c'est aussi là un peu un symbole de l'époque qu'on vit en ce moment. Maintenant, sur ce que ça veut dire dans les rapports de force entre peut-être des personnalités, ou est-ce que ça veut dire qu'on se prépare à fermer les frontières, je n'ai pas commencé à faire d'extrapolation, j'ai pas eu le temps de creuser, mais je le ferai pour la prochaine fois si vous voulez. Il y a un facteur personnel qui, assez curieusement, nous amène à Navalny, c'est que la personne en charge de Rostourisme, une charmante quadragénaire nommée Zarina Daguzov, a été épinglée par Navalny lors d'une de ses véhémentes émissions sur YouTube de son fonds de lutte contre la corruption. C'était en juillet 2021. Mhm. Et il expliquait notamment que cette jeune femme nécessiteuse avait reçu un appartement d'une valeur de 60 millions de roubles dans le centre de Moscou et que dans cet appartement, dans sa seule garde-robe, il y en avait pour 30 millions de roubles de vêtements et bijoux divers. Cette jeune femme est effectivement connue, elle a été la risée d'un certain nombre de médias pour faire des déplacements en Russie profonde, décorer des pieds à la tête de bijoux divers et variés ou déguisés en Lara Croft. Donc on peut imaginer effectivement que le fait de, non pas de supprimer Rostourisme, mais de réaffecter ses compétences au ministère du Développement économique, ce qui effectivement a été décidé ce matin par occasion de Poutine, permettait de faire d'une pierre deux coups et de faire baisser un petit peu la tension sociale dans une période où on n'a pas besoin d'irritants tels que cette personne. Alors, l'un de nos auditeurs nous donne une info à l'instant, telle qu'il l'écrit. La Russie déclare que l'Union européenne est partie prenante du conflit en Ukraine. Voilà. Bon. La Russie, après, est-ce que c'est une déclaration de Peskov? Est-ce que c'est un acte qui a été voté par l'une des chambres du Parlement? Enfin, je veux dire, la Russie, en tant que telle, ça fait longtemps qu'elle dit que l'Europe est co-belligérante. Non, Ouais, elle et ne dit pas puis, qu'elle était co-belligérante encore. mais en fait, c'est aussi une conséquence de. Bon, déjà, c'est aussi une conséquence de la décision des Européens de officialiser, cette fois-ci, qu'ils vont former, je crois, 15 000 soldats ukrainiens à l'emploi de matériel qui est livré ou qui va être livré sous peu. Donc, c'est quand même aussi une décision plus robuste. Jusqu'à présent, une fois, c'était plutôt au cas par cas, sur une base plutôt bilatérale, on l'a dit, hein. Il y avait les Polonais qui, évidemment, très précocement, ont décidé de soutenir les Ukrainiens. On a accueilli des officiers chez eux pour les former sur certaines choses. On sait que pour l'emploi des canons César, la France aussi, il se passait des choses hein, pour former des Ukrainiens à manipuler le César. Voilà, il y avait des choses qui étaient plutôt, à mon avis, sur une base bilatérale, pas spécialement avec de publicité dans certains cas, comme celui de la France, avec au contraire un peu plus de bruit dans d'autres, comme les Britanniques, qui se vantaient d'avoir formé des centaines d'officiers et de personnel militaire ukrainien. Et on a vu les résultats lors de la contre-offensive de septembre, hein. C'est des choses qui fonctionnent sur le champ de bataille. Bon, maintenant, on voit qu'au niveau européen, récemment, on a eu des déclarations comme quoi on allait voilà, faire quelque chose de plus robuste, avec des objectifs de 15 000 soldats qui allaient être formés. Il y a la déclaration de la volonté de créer un bouclier antimissile par des pays de l'OTAN, dont l'Allemagne, et ça crée d'ailleurs des difficultés très récentes avec la France, entre Français et Allemands. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, on voit quand même qu'il y a une tendance voilà, à s'impliquer un peu plus. Et c'est en réalité, quand on regarde la perspective, qu'on se retourne derrière nous et qu'on regarde jusqu'au 24 février, on est sur ce que j'appelle une dynamique d'escalade. Il ne faut pas se mentir, on est sur une dynamique d'escalade qui est lente, avec des échelons et le plus ou moins éloignés. Je pense qu'aujourd'hui, on fait des choses que si on y réfléchissait, ne serait-ce qu'en mars et en avril, à ces choses-là, on se dirait, mais non, on ne va pas aller jusque-là. Aujourd'hui, on y est. Et enfin, j'ajoute que Lavrov, pour en revenir à lui, a expliqué aussi hier ou avant-hier que la Russie n'avait plus besoin de consacrer autant de ressources diplomatiques à ses relations avec l'Europe, ce qui est cohérent avec l'attitude à la fois de dénigrement, mais aussi bon, d'hostilité ouverte hein, qu'il y a réciproquement entre l'Union européenne
et la Russie, la continuité de la visite de Borrell en 2021 qui avait été un fiasco, et le fait que la Russie veut finalement continuer. Les ponts sont brûlés avec les Européens, elle va réorienter ses ressources vers d'autres horizons non occidentaux, ça va être l'Afrique, ça va être l'Asie, ça va être l'Eurasie, et que les personnels diplomatiques qui avaient été largement déjà expulsés à travers les différentes vagues d'expulsion, pour ceux qui restent, visiblement, les Russes comptent encore le dégarnir pour mettre ces gens ailleurs, sur d'autres fonctions, puisque Européens, en tout cas l'Union européenne et la Russie n'ont plus grand-chose à se dire. Pour répondre à Pavel, c'est une déclaration de Lavrov, nous précisons. Voilà. Et pour être plus précis encore, on nous dit qu'il a déclaré ce jeudi que les pays qui fournissaient l'Ukraine en armes étaient des sponsors du terrorisme. Voilà. On nous demande quelle est la source pour les déclarations de l'Union européenne. Rien sur l'index commerçante RBC, je n'en sais rien. Pour l'instant, ce sont des sources provenant de nos auditeurs. On a une autre question politique qui m'avait échappé, c'est aussi Lavrov apparemment a parlé de la présence diplomatique russe qui est vouée à être réduite. C'est ce que je disais, voilà, il parlait donc des postes dans l'Union européenne. Alors, donc, comme on l'a dit, c'est des postes qui ont déjà été largement dont la voilure du personnel était déjà largement réduite du fait des vagues d'expulsion successives depuis Skripal jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec parfois des consulats qui ne peuvent plus tourner ou peut-être qui ont dû mettre la clé, enfin fermer tout simplement. Là, si on réduit encore, oui, ça va poser la question de savoir qu'est-ce qui reste. Est-ce qu'on va se maintenir avec l'ambassade à Paris et puis le consulat qui va fermer à Strasbourg ou à Marseille? Moi, j'en sais rien, je pose la question. Il faut voir ce que les Russes d'eux-mêmes veulent laisser finalement dans les pays européens. Mais ça traduit ces caractéristiques de cette réorientation fondamentale qui est dans la politique étrangère de la Russie jusqu'à la fin de la décennie au moins, qui est voilà, on va regarder ailleurs avec l'Union européenne. Au niveau institutionnel, on n'a plus rien à se dire. Quand M. Tchijov va finir son mandat à Bruxelles, il ne sera pas renouvelé. Ça a été dit il y a une quinzaine de jours. Le nouveau ambassadeur de l'Union européenne à Moscou, qui est un Français, à ma connaissance, n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui pu présenter ses lettres de créance. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Alors qu'il est arrivé depuis 2 semaines au moins à Moscou. Il y a eu des séances de remise de lettres de créance depuis, il n'a pas été convié. Donc en fait, on est dans la continuité de ce qu'il y avait déjà avant l'opération spéciale. C'est-à-dire qu'une fois encore, la visite de Borrell février 2021 à Moscou, qui est un fiasco, sur fond d'affaires Navalny, et Navalny qui est mis en prison en Pologne, etc. Donc les Russes misaient sur des relations bilatérales. On voit que même dans les relations bilatérales, les choses vont mal. Je veux dire, on serait dans une relation absolument dramatique si on commence à ne plus se parler. Ouais. On nous dit que les sources de la déclaration sur l'UE, c'est le Figaro pour l'instant, mais il doit y en avoir d'autres aussi. On nous dit très grande clarté des explications d'Igor, pas très rassurante, mais merci à lui. Je préfère être plus rassurant, mais je suis réaliste. Exactement. On nous demande où en est l'audimat des programmes comme le JT de Rassia Adin, qui est la première chaîne de télévision russe, tu sais ça? Alors, je n'ai pas vu les derniers chiffres. J'avais la chance de pouvoir recevoir des enquêtes marketing qui étaient extrêmement précises, extrêmement fournies et chiffrées pendant le printemps. J'ai un petit peu pris le large par rapport à ces chiffres, mais la dernière tendance qu'on a constatée, c'est que il y avait peut-être une augmentation du consommation de ces émissions et principalement des journaux télévisés, notamment au printemps, on l'avait dit. Est-ce que ça a continué jusqu'à aujourd'hui? Je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais j'essaie peut-être de regarder. C'est intéressant de voir si les gens sont toujours accrochés à leur poste pour savoir ce qui se passe ou si du fait que c'est anxiogène, ils ne regardent pas et s'informent d'autres manières. Mais il y avait une segmentation vraiment très claire par âge, par catégorie socio-professionnelle, j'allais dire. Les jeunes, de toute façon, ne regardent pas la télé, très très peu, y compris en province, en tout cas beaucoup moins qu'à Moscou. Ils s'informent à travers d'autres manières, Internet, les réseaux sociaux, etc. Les moins jeunes, eux, c'est évidemment un peu plus la télé, et les retraités, c'est massivement la télé, très peu Internet et les réseaux sociaux, ce qui n'est pas surprenant. Mais on avait voilà, constaté une augmentation de la consommation de temps télévisuel ces derniers temps. Alors, une question, j'imagine, d'un jeune binational qui nous dit qui a été naturalisé
recommandez-vous un départ? Sont-ils mobilisables? Alors oui, ils sont mobilisables dans l'absolu. Parce qu'on recommande un départ, là, on n'est pas bien placé pour pouvoir donner une recommandation. Aujourd'hui, il n'y a plus de mobilisation. Si vous êtes à Moscou, comme le disait Igor, à tout moment, on peut relancer une mobilisation et vous pouvez être effectivement mobilisable. Donc, ça, après, c'est un choix personnel. Bon, il y a des facteurs à prendre en compte. Effectivement, déjà, il y a le choix de cette personne. Hein, on ne la connaît pas. Elle a voilà, sa relation, enfin, sa sensibilité. Je veux dire, si elle s'estime dans une mauvaise posture ou qu'elle redoute, évidemment, quoi qu'on lui dise, bah, peut-être faire le choix de partir et partira. Bon, ça, mais il y a des choix à prendre en compte. Tu l'as dit, la mobilisation a été suspendue ou arrêtée à Moscou. Moi, comme je l'ai dit, ma compréhension, c'est que c'est un état latent et en fait permanent, mais avec des vagues qui vont être activées quand les besoins du champ de bataille s'exprimeront, ça je le rappelle. Mais ensuite, il y a les trajectoires individuelles. On sait, comme la communauté franco-russe de Moscou, il y a des binationaux qui ont reçu des ordres de convocation. Il faut regarder quels âges ils ont. Alors là, je crois que la personne a 27 ans. Effectivement, la tranche dans laquelle les gens étaient concernés par la mobilisation, c'était prioritairement jusqu'à 35 ans, me semble-t-il, 25-35, ou je me souviens plus exactement, mais c'était jusqu'à 35 ans. Ça ne veut pas dire que là, on n'est pas concerné. Il y a des cas où ça a pu se produire. Une fois de plus, on a dit, hein, cette mobilisation partielle a été un peu quand même pas mal une pagaille à bien des égards. C'est plutôt le fruit de la désorganisation plus qu'autre chose, et de la volonté de remplir les quotas, hein, le culte du chiffre, et des cases qu'il faut cocher. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Mais après, il y a la trajectoire de la personne. Est-ce que cette personne, alors en l'occurrence, a été naturalisée, donc je pense que ce n'est pas son cas, mais est-ce qu'elle a servi dans l'armée russe? Est-ce qu'elle est répertoriée dans les voyous-tchot? Est-ce qu'elle a Prapisk en Russie? Il y a toute une série de facteurs qui sont de nature à augmenter la probabilité que vous receviez ou pas un ordre de convocation. Si vous êtes sur aucun registre, évidemment, ça diminue, mais ça n'annule pas cette possibilité. Voilà. Une dernière question, parce qu'il est bientôt l'heure d'arrêter, il fait même l'heure d'arrêter. C'est une personne qui nous dit: j'aimerais vivre au moins 3 mois en Russie en appelant la CCFR à Moscou. On m'a expliqué que le mieux était de venir avec 10 000 euros en liquide, car pas de virement ou retrait par CB sur place. Étant donné que cette situation doit être maintenant bien connue de tous, ne risque pas-t-on, en tant qu'étranger qui voyage forcément avec beaucoup de liquide sur lui, d'être immédiatement dépouillé par des bandits de grand chemin une fois la frontière passée? Et il n'y a pas vraiment de bandits de grand chemin en Russie, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques à venir avec du liquide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, on ne connaît pas de bandits de grand chemin. Je ne sais pas ce que tu veux dire Ça là-dessus, dépend, Pavel. peut-être que notre Ça dépend. interlocuteur souhaite passer la frontière quelque part dans les sous-bois, muni d'un sécateur, essayer de zigzaguer entre les miradors en coupant les fils de fer barbelés. Non, plus sérieusement, dans les postes de contrôle, être un État policier n'est pas forcément très avantageux. Il y a au moins un avantage, c'est qu'il y a une forme de sécurité qui est quand même assurée. Et en tout cas, les bandits de grand chemin sont peut-être dans le sud. On ne citera pas les républiques d'où Voilà. traditionnellement dans la littérature russe ils pullulent, mais en tout cas dans les grandes villes et a fortiori dans les zones avec une présence très importante d'hommes en uniforme de toutes couleurs avec toutes sortes de galons. À mon avis, c'est un risque qui est tout à fait possible de prendre. Et comme le dit le président, il faut juste que les billets ne sortent pas des poches. Enfin, Ouais, voilà. il y a des stratagèmes pour cela. Voilà. Mais Pavel, veux-tu rappeler les quelques Rien de informations? neuf ni dans nos horaires, donc nous nous retrouvons, sauf cataclysme supplémentaire, jeudi à la même heure, 16h30 heure de Paris, 10h30 heure de Moscou, 17h30 heure de Moscou, pardon, jeudi, hein. On est On est jeudi, c'est lundi. lundi prochain, c'est ça. Donc 2 fois par semaine, lundi et jeudi, ça sera lundi prochain, après le week-end. Pour le reste, eh bien, vous avez les circuits de communication que vous connaissez bien depuis ces 90 émissions, le canal Telegram, LinkedIn, Twitter, les anciennes émissions en replay sur YouTube. Et dernière chose, notre assemblée générale le 2 novembre pour ceux de nos amis moscovites qui souhaitent y assister, vous serez les bienvenus. Nous vous y attendons de nombreux. Voilà, tenez bon d'ici là.